Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans la duplication du concept, maintenant qu'on a dit tout ça. Comment dupliquer son concept? Alors, la première des choses, c'est de se poser quelle est notre promesse de la marque. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui mes clients finaux et les futurs franchisés viennent chercher au sein de la marque. C'est important. Souvent, on fait ce travail avec nos clients parce que ils se sont pas vraiment posé la question, ils se sont jamais posé un instant pour savoir finalement qui était cette promesse de marque. Et la franchise, alors on parle souvent de marque, mais la franchise, c'est avant tout une marque et toute la promesse. C'est-à-dire on va dormir chez Ibis parce qu'on sait que la promesse de la marque, c'est qu'à toute heure, on peut manger, hein, que ce soit à minuit, à 1 heure, on a un plateau. On va chez Carglass parce que eh bien, ils offrent d'abord, ils peuvent se déplacer, ils offrent des cadeaux. Voilà, il y a tout un tas de promesses autour de la marque qui sont importantes. Et donc, il faut les connaître, il faut en avoir conscience. C'est chacun, qu'est-ce que le client final vient chercher, qu'est-ce que le franchisé vient chercher chez nous. Il faut prendre un instant pour se poser. Quelles sont nos clés de succès? C'est important aussi, c'est-à-dire au final, qu'est-ce qui a fait de mon pilote une vraie réussite ou de mes pilotes, mais quels sont aussi mes échecs? Parce que n'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure, on vient compresser nos 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de réussite et d'échecs, hein, voilà, pour faire gagner du temps à nos franchisés. Quel sera mon modèle économique, juridique et financier? Hein, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en modélisation, c'est-à-dire que, eh bien, dans un modèle économique, il n'y a pas que les royalties et pas que les droits d'entrée. Il y a tout un tas de choses pour rendre votre concept rentable, parce que c'est ce qui est important également. Et donc, on va effectivement pouvoir travailler autour de ça. Quelle est ma formation? Qu'est-ce que ma formation initiale, récurrente, comment je vais transmettre l'ensemble de mon savoir à des gens qui viennent pas du métier, parce que généralement, on y reviendra tout à l'heure aussi, les gens qui vont prendre une franchise, les candidats que vous pourrez avoir si vous décidez de passer le cap, ben, ce seront des gens qui ne viendront pas du métier. Voilà, ça, c'est à 90% ceux-là, c'est les gens qui veulent changer d'horizon, qui veulent changer de vie et qui vont passer à autre chose. Alors, tout ça, en fait, hein, ce qu'on appelle la modélisation dans ce métier-là, c'est l'écriture de tous ces modèles-là et qui vous amène forcément à un concept, mais également à une écriture juridique. Hein, deux choses. La rédaction du DIP, donc ce qu'on appelle plus communément le document d'information précontractuelle, qui a été créé par un sénateur qui s'appelle Doubin, on l'appelle aussi la loi Doublin, et donc il a pour vocation de communiquer aux candidats, à l'entrée dans le réseau de distribution, des informations obligatoires codifiées par l'article L330-3, je suis désolé, du Code de commerce, plus connu sous le nom de loi Doubin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La particularité, c'est que la remise de ce document au candidat est obligatoire au moins 20 jours avant la signature du contrat. C'est une sorte de scrivener, comme on connaît en banque. Donc, avant 20 jours, le candidat ne peut absolument rien signer, ni recevoir la moindre somme d'argent, ne verser la moindre somme d'argent de la part au franchiseur. Pardon. Et donc, il doit obligatoirement fournir plusieurs éléments, l'identité complète et détaillée du franchiseur, la présentation de l'entreprise, la présentation du réseau, la présentation du marché, les résultats de l'entreprise, les clauses du contrat. Donc, on annexe souvent un contrat, les durées, conditions de renouvellement, les conditions de résiliation, les conditions de cession, évidemment, montant et nature des investissements. Et la remise du DIP, ça c'est très important, n'implique aucun engagement. Hein. C'est un document que l'on remet une fois que le franchiseur et le franchisé se sont rencontrés, à l'intérieur duquel vous avez souvent une obligation de confidentialité, une clause de confidentialité. Et effectivement, ça va nous permettre de donner tout un tas d'indications aux futurs franchisés. C'est vraiment, comme son nom l'indique, un document d'information précontractuelle. Voilà. Pour finalement qu'ils réfléchissent bien avant son engagement, et on lui donne le moyen de réfléchir, puisqu'on lui donne 21 jours minimum pour réfléchir. 21 jours étant pas un plafond, mais un plancher.
Hein, c'est-à-dire qu'on peut signer le 1000e jour ou le 1500e jour. Donc, ce document est très important, il est même obligatoire dans un réseau de franchise. Voilà. Ensuite, vous avez le deuxième document juridique qui est le contrat. Donc, premier document DIP 21 jours avant la signature, deuxième document, le contrat, et évidemment, le contrat, il va fixer les droits et obligations de chaque partie, les conditions financières, le droit d'entrée, la formation, les royalties, qu'on aura évidemment prédéterminé pendant la modélisation, mais avec un prévisionnel pour accompagner tout ça. Les clauses d'approvisionnement. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, dans un contrat, eh bien, on peut demander à ce qu'il y ait des clauses d'approvisionnement spécifiques, parce que c'est aussi le rôle d'un franchiseur, finalement, de concentrer des volumes d'achat. Et aujourd'hui, on peut demander à ses franchisés d'acheter tel ou tel produit chez lui ou chez des fournisseurs référencés. Donc ça, il y a des clauses qui sont engageantes et contraignantes, donc il faut les prévoir dans le contrat. Vous avez des clauses d'institut personae. Alors, je m'arrête quelques secondes sur l'institut personae, puisque c'est le fondement de contrat de réseau organisé, en tout cas de franchise, puisqu'on conclut en considération de la personne, et c'est ce qui est vraiment très important. Donc, vous avez tout un tas de clauses d'institut personnel pour la conclusion du contrat, mais également pour les clauses de transmission. Hein. C'est-à-dire que si on veut vendre, un franchisé souhaite vendre son point de vente à un candidat, eh bien, vous avez tout un processus justement pour réintégrer cet institut personnel. Il ne peut pas vendre à n'importe qui. Le nouvel acquéreur est obligé de passer aussi un entretien avec le franchiseur pour que le franchiseur puisse valider, puisqu'encore une fois, on conclut en considération de la personne. Voilà. Vous avez dans le contrat des clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation qu'il faut prévoir. Il faut qu'on y réfléchisse ensemble lors de la modélisation, c'est-à-dire que est-ce qu'on met des clauses de concurrence, de non-réaffiliation? Ça, c'est des questions importantes à se poser suivant le périmètre qui va être celui du franchisé. Les clauses résolutoires, il faut y penser, c'est-à-dire quelles sont les clauses d'exclusion d'un franchisé, hein, voilà, et quelles sont les clauses de fin de contrat. Bon, ça, c'est des points importants qui font partie de la modélisation et de l'application de ce concept. Comment on contrôle la charte qualité de notre enseigne, puisque on parlait de marque, c'est-à-dire que votre marque va être dupliquée à peu près partout en France, voire en Europe, voire dans le monde. Donc il faut y intégrer dans le contrat certaines clauses de contrôle. Comment on va contrôler le travail de nos franchises? Est-ce qu'on fait des avis clients? Est-ce qu'on fait des audits mystères? Voilà. Est-ce qu'on fait un Facebook général? Est-ce qu'on fait des réseaux sociaux distincts? Bon, l'ensemble des choses qui peuvent toucher à la marque. Voilà, qu'est-ce qui se passe demain si dans la restauration on a un avis TripAdvisor d'un de nos franchisés horrible à 90%? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, comment ça, il faut l'intégrer dans le contrat. Il faut parler également du territoire, c'est une réflexion qu'on a pendant la modélisation, le territoire étant un point extrêmement important, puisque je dis toujours, le franchisé a peur de manquer, le franchiseur a peur de gâcher. Donc ça, c'est une réflexion stratégique pour optimiser, sans vouloir concentrer non plus le maximum de franchisés au mètre carré, mais c'est quand même à chaque fois quelque chose d'assez stratégique. Voilà, je pense avoir fini pour ce pavé-là. Je rajouterai simplement qu'après, il faut réfléchir effectivement sur le lancement d'un nouveau franchisé, qui est quand même une question essentielle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le contrat, une fois qu'on a fait la modélisation, une fois qu'on a signé avec le franchisé, c'est comment être sûr et comment faire en sorte de réussir le lancement, parce que le lancement, c'est quelque chose de primordial dans la relation qu'on a avec le franchisé, parce que s'il peine trop au lancement, eh ben, ça entraîne le doute, et le doute entraîne plein de choses chez le franchisé. La création d'entreprise, n'oublions pas que le métier d'un franchiseur, c'est de faire passer un ex-salarié au statut de chef d'entreprise. Donc, il a des moments de doute, il a des moments de faiblesse. S'il pédale trop dans la choucroute pendant les lancements, il va y avoir des répercussions sur son moral, et on construit sur la confiance et on déconstruit sur le doute. Donc, ça sera une réflexion à avoir dans la modélisation de réseau, c'est comment j'assure
sa réussite au lancement, puisque le lancement, c'est là où il met les clés dans la boutique et il ouvre. Hein. Donc, quelle assistance au démarrage je vais donner? Est-ce que je serai présent pendant plusieurs jours avec lui, hein, les premiers jours d'ouverture? Et quelle va être sa formation continue? Quelle va être sa formation de démarrage? Comment je vais pouvoir aider? Après le lancement, quelle fréquence de visite je vais faire? Est-ce que je vais faire des séminaires? Est-ce que, évidemment, je vais pouvoir l'aider dans la communication? Et voilà, donc voilà, une des clauses aussi importantes à mettre, j'allais l'oublier, sur des questions stratégiques, c'est qu'est-ce que je fais des ventes sur Internet? Voilà, ça c'est des vraies réflexions stratégiques qu'il faut se poser au moment de la modélisation de son concept, hein, pour ceux qui peuvent vendre sur Internet. Voilà. Voilà pour cette partie-là. J'allais dire que le meilleur moyen pour vous de pouvoir savoir si votre modèle est duplicable ou pas, beaucoup de cabinets aujourd'hui comme le nôtre font des audits de franchisabilité ou de duplicabilité. C'est notre cas. Voilà, on fait des audits qui durent deux demi-journées où on arrive à expliquer pourquoi il est intéressant, pourquoi il faut passer en franchise ou pas, ou quels sont les freins, quelles sont les barrières. Il peut y avoir des barrières que vous n'avez pas estimées. Mais avant de vous lancer, ce qui est très, très important, c'est de faire des audits de franchisabilité qui vous éviteront peut-être de faire des erreurs.